Droit constitutionnel, semestre 2. Section 4. Les principes généraux du préambule de la Constitution et du titre premier. La Constitution de 1958, je précise. Ces principes généraux inaugurent la Constitution. Ils sont bien plus nombreux que dans les constitutions précédentes. Les principes généraux, c'est d'abord des droits et des libertés, mais également des principes généraux qui se trouvent dans le titre premier de la Constitution de la souveraineté. Ce titre premier affirme des principes généraux nécessaires à la cohésion de l'État, l'indivisibilité de la République, la notion de peuple français, l'organisation de la République et la laïcité. Euh, Paragraphe 1. Le préambule. A. Le contenu du préambule. Alinéa 1er du préambule, le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale, tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmés et complétés par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004. Il opère trois renvois. Il constitue l'assise de nos libertés. 1. Le premier renvoi, la DDHC de 1789. Elle est fondée sur un triptyque, liberté, égalité et propriété. Philosophie. Il ne faut pas oublier que le contexte de l'époque. Il faut rattacher cette déclaration à la philosophie des Lumières qui a apporté cette idée de toute puissance de l'individu. Il est au-dessus de l'État, de la société, des doctrines. C'est le supérieur à préserver dans la société. L'État, les doctrines, les religions ont été destructrices pour l'homme. Il est donc placé en premier. Elle affirme des droits qui vont dans ce sens. Ils sont opposables à l'État et ne doit pas les compromettre par ses interventions dans la société. Lorsqu'on lit cette déclaration, on s'aperçoit que la clarté n'est pas la principale caractéristique de ce texte. Il a toujours soulevé des énigmes pour le juriste. On retrouve cinq grands principes. A. L'égalité face à la loi. Premier texte qui affirme l'égalité devant la loi, mais il y a aussi des déclinaisons de l'égalité en général dans les services publics, l'égalité devant les charges publiques, l'égalité pour l'accès aux emplois, et c'est au mérite qu'on intègre un emploi. Les révolutionnaires avaient une conception très stricte, exigeante de l'égalité, ayant tendance à confondre égalité et uniformité. Pour que tous les citoyens vivent sur un même pied, qu'ils soient interchangeables, pas de catégories dans la société, excusez-moi, tout le monde se présente à égalité par rapport à tout le monde. Pour l'époque, c'est un progrès immense. À l'époque, par exemple, les Juifs devaient payer une taxe pour entrer dans une ville. L'égalité française s'est construite sur l'indifférenciation, l'uniformité, et pour les révolutionnaires, les communes doivent être organisées de la même manière sur tout le territoire. Il n'y a pas de privilège. Aujourd'hui, on pratique une autre conception de l'égalité. Le principe d'uniformité a été critiqué. Un écrivain français écrivait les lois républicaines, dans leur majestueuse égalité, permettent également aux pauvres et aux riches de se loger au Ritz, de dormir sous les ponts de la Seine. La société, en fait, fabrique des inégalités. Les individus se trouvent dans des inégalités de situation. Pour venir au secours des démunis, il faudra bien, pour pouvoir établir des inégalités de droit par des traitements juridiques différents. Par exemple, la proportionnalité de l'impôt. Il faut accorder l'accord des bourses pour certains étudiants. Le souci est donc l'uniformité. B. Des libertés. La déclaration de 1789 garantit au profit des individus sous des formes diverses la liberté individuelle la plus importante. On ne peut pas faire l'objet de détention arbitraire, la liberté d'opinion, d'expression, de pensée. Toutes ces libertés existent dans notre droit constitutionnel qui en dégagent toutes des conséquences et prolongent la liste de libertés d'entreprendre, d'aller et de venir par attachement à la DDH. C'est le droit pénal. La DDH pose une règle fondamentale pour la liberté et la sécurité des individus par de grands principes. Le principe de l'égalité des délits et des peines, on ne peut être puni qu'en vertu d'une loi en vigueur au moment où les faits ont été commis, et le principe de sécurité essentielle. Par exemple, une loi votée pour punir de 1000 euros les personnes qui portent un pull au vert rouge le 8 février 2023. Le principe de l'égalité signifie qu'on ne peut être puni de cette loi qu'à partir du 8 février. La loi pénale ne peut rétroagir et frapper ceux qui avaient agi avant son édiction. Et les peines infligées sont proportionnelles à la faute commise. D. Le consentement à l'impôt. Le consentement à l'impôt, ça désigne l'impôt qui est prélevé aux Français, qui ne peut être décidé que par les députés,
les représentants de la nation, car ils incarnent la représentation nationale. Et la DDHC leur donne le pouvoir de suivre l'emploi de l'impôt, de suivre l'utilisation qui a été faite de l'impôt par le gouvernement. Ça justifie un contrôle du Parlement sur le gouvernement. Le budget de l'État et de la compétence du Parlement est lié à ce principe. Il fait l'objet d'une loi votée par le Parlement. La propriété. Ça contraste avec l'article 17 de la DDHC. La propriété est affirmée de la manière la plus solennelle qu'il soit. La propriété est un droit inviolable et sacré. Mais après, on peut dire que ce droit peut être effacé devant la nécessité publique. Le Conseil constitutionnel s'appuie sur cet article pour justifier l'expropriation, affirmation qu'une supériorité de l'intérêt général sur les intérêts privés. 2. Préambule de la Constitution de 1946. Les conditions de l'apparition de la Constitution de 1946. À cette date, les Français ont rejeté par un référendum un premier projet de la Constitution proposé par l'Assemblée constituante. Les raisons du rejet de cette Constitution ne sont pas très claires. Ce projet portait une nouvelle déclaration de droit qui devait se substituer à la déclaration de 1789. Pourquoi? Dans le but d'affirmer des droits nouveaux qui auraient plutôt un caractère social, économique, des droits plus modernes. Le droit de propriété a été affirmé autrement. Il était entouré de réserves, déjà dans l'article 7 de la DDHC, mais les Français y ont vu une atteinte qui sera à l'origine de l'échec du référendum à la déclaration de 1789 et du droit de propriété. On choisit une nouvelle AC, je ne sais pas ce que ça veut dire AC. Il lui a été difficile de réécrire la déclaration de 1789. Elle a été condamnée à prendre la déclaration de 1789, à la recopier. Pour autant, un demi-siècle plus tard, il est difficile de considérer que concernant les droits de la société, il n'y avait aucune évolution. La manière de vivre en société a certainement changé et il faut donc que l'énoncé des droits puisse changer aussi. Illustration. Le fait qu'il y ait des individus qui soient obligés de dormir sous des ponts ne heurtait pas la déclaration de 1789. Il suffisait que tout le monde naisse à égalité de droits. Elle va donc se tirer d'affaire en rédigeant un préambule. Pourquoi? Car il y a moins d'autorité, moins solennelle que les articles de la Constitution. Il peut se permettre de poser des articles plus vagues, des principes dont la formulation est plus ou moins souple et prêterait moins à contestation. Le contenu. Il reprend des vieilles formules de 1789. Tout humain possède des droits inviolables et sacrés, ceux-ci sans distinction d'origine, de race ou de religion ni de croyance. On est dans la tradition humaniste, personnaliste de 1789. La conception où l'homme est au-dessus de la société. Cette phrase réaffirme la DDHC de 1789 et les PFRLR. On a donc une association entre la DDHC et les PFRLR. Cette association est chronologique. Ces PFRLR viennent après 1789. Que se passe-t-il entre 1789 et 1946, au moment de la rédaction de la nouvelle Constitution? Les constitutions ont pensé à la Troisième République qu'elle s'est mal terminée dans le régime de Vichy, mais son œuvre législative n'est pas négligeable, notamment pour défendre des libertés. Liberté des associations, de la presse, des syndicats, des communes. Il fallait faire apparaître dans la démocratie française que la démocratie française s'était développée de manière continue à travers l'histoire. C'est précisément ce à quoi servent les PFRLR. Depuis la fin du Second Empire jusqu'au régime de Vichy, il fallait rendre hommage à l'œuvre de la Troisième République en faveur des libertés, mais également à la première et à la deuxième. Autre raison de poser cette formule de PFRLR, c'est la liberté d'enseignement. Les constitutions de 1946 voulaient constitutionnaliser la liberté d'enseignement dans le pays. La liberté d'enseignement, elle se charge d'un contenu en particulier et elle se dédouble. Deux sens. Premier sens, la liberté qui profite aux parents, ils doivent avoir le choix de choisir une école publique ou privée. Et deuxième sens, la liberté aux enseignants, ils doivent pouvoir choisir d'enseigner dans une école privée ou publique. Et pourquoi le constituant s'est empêché de poser directement cette liberté d'enseignement? Il y a une difficulté pour constitutionnaliser cette liberté. La gauche attachée à la laïcité pouvait voir dans cette consécration à cette liberté une atteinte à la laïcité. On passe donc par le biais des PFRLR. La liberté d'enseignement est reconnue par une loi de la Troisième République. Elle est indirectement reconnue à travers la formule de PFRLR. Aujourd'hui, la liberté d'enseignement est un PFRLR. Il faut savoir que cette formule n'a jamais profité d'abord à la liberté d'enseignement, mais d'abord à la liberté d'association. Dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, la première illustration, consécration d'un PFRLR est le principe de la liberté d'association.
dans la décision du 16 juin 1971. À partir de cette décision, le Conseil constitutionnel se transforme en un organe défenseur de la liberté. En 1971, le gouvernement de l'époque veut revenir sur une vieille loi de 1901 posant la liberté d'association, toujours en vigueur aujourd'hui. C'est une loi très libérale. Le principe est que les associations se forment librement et une association qui se forme peut souhaiter obtenir la personnalité morale, euh, une vie juridique plus simple, payer des factures au nom de l'asso. Pour l'obtenir, il suffit de se déclarer à la préfecture, remplir un document avec le nom de l'association ou l'objet de l'association, qui enregistre le formulaire et délivre un récépissé, un acte de naissance de l'association. Il y a des cas où l'association peut être illicite, promotion du terrorisme par exemple. Dans ces cas de figure, elle doit pouvoir être dissoute, mais la dissolution doit être décidée en justice, pas par le préfet, même s'il y a un doute. Il est obligé de délivrer le récépissé. Ce mécanisme que le gouvernement veut corriger en 1971, beaucoup d'associations dissoutes tendaient à se réformer. Donc on a pensé à laisser au préfet le droit de suspendre à la délivrance du récépissé pour saisir le juge administratif. Le Sénat s'est opposé à voter cet article de loi. C'est AN qui l'a obligé en ayant son dernier mot, CF la navette parlementaire, lol, mais du Sénat saisit le Conseil parlementaire qui lui donne raison dans la décision du 16 juillet 1971. Elle prend appui sur le préambule de la Constitution de 1958 et plus précisément sur son renvoi au préambule de la Constitution de 1946. Et plus précisément sur la formule de PFRLR, il y a eu de ranger le principe de liberté d'association parmi les principes fondamentaux de la loi de la République. Cette décision apporte un grand résultat. Il fallait une simple allusion au préambule, au PFRLR. La liberté d'association prend une valeur constitutionnelle. Elle n'était pas affirmée au niveau constitutionnel par la DDHG, par le reste du préambule de la Constitution de 1846. Il y a une magie de l'opération, une liberté affirmée par la loi. Ce sera aussi le cas pour d'autres libertés. Le législateur n'est plus libre. Il est obligé de respecter la Constitution. Et pour la respecter, c'est le juge constitutionnel qui va dire qu'aucune mesure préventive n'est possible en matière de liberté. Le préfet ne peut suspendre la délivrance du récépissé seulement dans un deuxième temps qu'on empêche l'association. De la même manière, avec la liberté de la presse, il n'y a pas de contrôle préventif. Par exemple, si un journal viole la vie privée, par exemple au nom de la liberté de la presse, on ne peut pas empêcher la publication, même s'il peut être retiré de la presse dans un deuxième temps. En 1971, le législateur a mis en cause cette liberté. Et si la liberté d'association n'était qu'une loi, on aurait eu une loi nouvelle qui donne un régime plus strict, mais avec les PFRLR, la liberté d'association a une valeur constitutionnelle. On y retrouve plusieurs intérêts. La Constitution est garantie par un contrôle de constitutionnalité des lois qui fait respecter les droits et les libertés, et d'autres éléments dans le préambule dont le juge constitutionnel va demander le respect si on poursuit la lecture du P de la Constitution de 1946. On y voit une autre expression, celle de PPNT, principe économique et social particulièrement nécessaire à notre temps. PPNT, on en a 18 si on suit l'énumération dont égalité homme-femme. Elle se trouvait pas dans l'abstraction de la DDHC. Les résistants et le gouvernement provisoire avaient créé le droit de vote des femmes qui ne reposait que sur une simple ordonnance. Le constituant a essayé de rendre irréversible le droit de vote des femmes. Le droit au travail, syndicat, de grève, possible que dans le cadre des lois qui a le règlement, nationalisation. Les résistants voulaient qu'une entreprise ait le monopole d'activité dans tout le territoire, devienne la propriété publique, ce qui permet par l'autorisation de la nationalisation, par exemple fabrication et production d'électricité, solidarité face aux calamités nationales, droit au regroupement national, droit au loisir. On ne parle plus d'une constitution, mais d'un bloc de constitutionnalité, ensemble avec des composantes dans cet ensemble. Voilà la vidéo, la photo, très intéressante. Alors, 3. Charte de l'environnement. Elle s'est ajoutée avec Jacques Chirac et l'obtention d'une révision de la Constitution par les parlementaires, la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, rattachée au premier alinéa du préambule de la Constitution. Charte, plusieurs garanties en matière de liberté et la réunion de ces garanties désigne une charte.
est affirmé en premier le droit de vivre dans un environnement sain et équilibré. Le constituant de 2005 a énoncé des formules vagues et générales, restées évasives. Pourquoi? Par peur des juges, peur que les juges demandent à l'État le respect des principes qu'ils avaient posés, pas du droit juste moral. Cette loi constitutionnelle contient 10 articles qui s'ajoutent au bloc de constitutionnalité en affirmant des devoirs pour l'État: amélioration de l'environnement, prévention des atteintes à l'environnement, réparer des dommages causés, principe du pollueur-payeur, le principe de précaution, abstention face au risque d'un dommage même s'il est incertain, qui ne se réalisera pas à coup sûr, et pourtant on garde les pesticides. B. La force juridique du préambule. Discussion importante dans les années 1950 qui revient en 1958. Elle tourne autour de cette question. Est-ce que le préambule affirme des RDD sanctionnables ou simplement des règles de morale, des simples principes de philosophie juridique qu'on peut demander aux législateurs de respecter car trop vagues? La doctrine s'est beaucoup partagée sur cette question. Mais aujourd'hui, on peut dire que le préambule de 1946 fait partie de la Constitution, donc le législateur doit le respecter. Cet argument s'est ajouté en 1946, lorsque les Français qui votent mais pour la nouvelle Constitution ont donné leur accord pour celle-ci. Ils ont donné un accord sur toute la Constitution, dans toutes ses parties, ses articles, mais aussi pour le préambule. Tout prend la même valeur que de RDD positive. Il y a peut-être une réserve. Il faut que la règle soit énoncée de manière suffisante, concrète et précise. Je tiens à rappeler d'ailleurs que RDD est égal à obligation ou possibilité de faire ou de ne pas faire. Si on écrit tout individu est bon et doit faire le bien, ce n'est pas une RDD, c'est un principe de philosophie. À ce propos, on se pose des questions sur certaines affirmations. Comment faire respecter le droit au travail quand les emplois sont décidés par les entreprises privées, plus dépendent de l'État ou de l'économie? Le Conseil constitutionnel a estimé que ceux qui avaient un emploi devaient indemniser ceux qui n'en avaient pas. C'est le principe de l'assurance chômage, BIRSMAC, qui est constitutionnalisé par le PPNT. Aujourd'hui, tous les éléments, les principes du préambule ont été appliqués par le même Conseil constitutionnel, même le droit au loisir qui affirme que le législateur pouvait réduire le temps au travail au profit du droit au loisir. Paragraphe 2, le titre 1er de la Constitution de 1958. A. Article 1er. L'article 1er précède le titre 1, curieux. La France est une république indivisible, laïque et sociale. Indivisible, rejet du fédéralisme. Laïcité, difficile de l'expliquer. On peut mettre le rejet de toutes les religions et l'égale acceptation de toutes les religions, démocratiques et sociales. Rien à faire. En 1999, la loi favorise l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et aux responsabilités professionnelles et sociales. Il était d'augmenter la proportion des femmes dans la vie politique. En 1946, on avait créé le droit de vote, mais pas le pouvoir politique, car les assemblées étaient occupées par des hommes. Il fallait réviser la Constitution pour établir une égalité de représentation entre les femmes et les hommes dans les assemblées. Il y avait une possibilité, mais pas d'obligation pour le législateur. Elle était mise en œuvre uniquement par les assemblées locales, les conseils municipaux, départementaux et régionaux. En 2003, son organisation est décentralisée. On assure le territoire des communes, des départements, des régions qui ont des compétences administratives. L'alinéa 2. Alors, on était à l'alinéa 2. 1999, la loi favorise l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et aux responsabilités professionnelles et sociales. IDEE, augmenter la proportion des femmes dans la vie politique, égalité de représentation, possibilité mais pas d'obligation. Histoire, 1986, les femmes avaient le droit de vote mais pas le pouvoir politique, essentiellement composé par les hommes. Possibilité de mise en œuvre uniquement par les assemblées municipales, conseillers municipaux, départementaux, régionaux, mais pas les chambres parlementaires. Article 2, Histoire, héritage de la Constitution de 1946, contenu, description de l'emblème national. Alinéa 2, le drapeau. Alinéa 4, la devise nationale. Alinéa 5, une curiosité, le principe de la République. C'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Source, renvoie à la définition de la démocratie par Lincoln. Curiosité, constitution construite par le général de Gaulle, un homme n'ayant pas en sympathie les États-Unis. C, article 3, l'alinéa, contenu. La souveraineté nationale appartient au peuple. Explication. Compromis entre les deux théories de la souveraineté nationale et de la souveraineté populaire. C'est affronté durant la Révolution. Souveraineté nationale, métaphysique, abstraite, souveraineté populaire, concrète.
Le compromis, souveraineté nationale, la souveraineté s'exerce dans les représentants de la nation, notamment les parlementaires. Souveraineté populaire, souveraineté s'exerce par la voie du référendum. CF, large place laissée au référendum par la Constitution de 1958, article 11 par exemple. Alinéa 3. Contenu. Le suffrage est universel, égal et secret. Explication. Un suffrage pouvant être direct ou indirect, et indirect avec plusieurs degrés, par exemple les élections sénatoriales, élues par des élus de second degré. 3. Alinéa 4. Contenu. Sont électeurs tous les nationaux français. Explication. Seuls les nationaux peuvent voter aux élections législatives, présidentielles, régionales, départementales et locales. Conséquence. Il est impossible d'admettre la participation à ces élections les populations étrangères installées en France. Pourtant, les populations étrangères participent à la vie du pays. Tempérament. 1992. Après le traité de Maastricht, la Constitution a été révisée pour permettre aux citoyens des États membres de l'Union européenne de participer aux élections municipales. Participer, voter et se représenter. IDEE, envie d'amorcer une citoyenneté européenne, mais sans trop d'effet. D. Article 4. Contenu. Les partis politiques participent à l'expression du suffrage, ils forment l'opinion. Les partis se forment librement. Les partis doivent respecter la démocratie. Intention. On se pose encore la question aujourd'hui. Le général de Gaulle n'avait pas en sympathie les partis politiques. Philosophie des institutions contraires. Il faut placer une autorité supérieure au-dessus des affaires courantes, c'est-à-dire des partis politiques. Les partis politiques sont nuisibles à la démocratie. CF, 4e République, régime d'instabilité. Pourquoi un article sur des partis politiques alors? L'article 4 est une arme potentielle de destruction du PCF, mais plus généralement des partis extrémistes. Première explication, les rédacteurs de la Constitution ne voulaient pas laisser dans l'ombre ces partis politiques, participant à la vie politique nationale. Deuxième explication, article dirigé contre un parti puissant à l'époque, le Parti communiste, soupçonné de vouloir mettre fin à l'économie de marché. C'est la fin de notre belle vidéo. Voilà!